Bonsoir, j'espère que vous êtes confortablement installés, prêts pour 2 heures d'échange, de confidence, de partage sur Europe 1. 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour se parler. C'est ce que je vous propose tout de suite au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Assiba et Clémence sous l'œil du maître de cérémonie, Philippe Chartier, qui officie en régie. Et cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans vos réactions que vous pouvez nous livrer à tout moment par SMS au 7 21 21 code nuit ou par courriel sur le site europe1.fr 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonjour, c'est Jean-Luc Petit-Renaud. Europe 1 se mobilise après cet effroyable tremblement de terre d'Haïti pour favoriser l'accès de la population à l'eau potable. Alors, je vous en supplie, envoyez vos dons, rendez-vous sur europe1.fr. Avec la Croix-Rouge française, Europe 1 se mobilise pour la population d'Haïti. Rendez-vous sur europe1.fr. Hier soir, Bénédicte nous a téléphoné pour nous dire qu'elle venait d'avoir 50 ans et que c'était un peu lourd à porter. Et j'ai lu un article aujourd'hui où il était question du spectacle de Michel Bernier, que vous avez le plaisir de retrouver aux côtés de Laurent Ruquier l'après-midi sur Europe 1 dans On va se gêner. Alors l'article faisait une excellente critique de ce spectacle autobiographique qui s'intitule Pas une ride et pas une ride, qui se joue jusqu'au 28 février au Théâtre de la Renaissance à Paris et qui aborde avec humour la cinquantaine. Alors je ne l'ai pas vu, mais il semblerait que ce soit un bon antidote au blues de la cinquantaine. J'espère que Bénédicte est à l'écoute. Et dans un autre registre, je voulais aussi vous conseiller le livre de Sylvie Brunel, Manuel de guérilla à l'usage des femmes, paru chez Grasset. Alors c'est un livre qui a eu un écho médiatique considérable puisque Sylvie Brunel n'est autre que l'ex-femme d'Éric Besson, dont on a beaucoup parlé ce soir notamment puisqu'il il était l'invité d'Arlette Chabot sur France 2. Mais ce serait dommage de réduire ce livre à cela puisque Sylvie Brunel n'est pas que l'ex-femme d'eux, c'est une universitaire, elle a écrit beaucoup d'essais, de romans, et ce livre que j'ai lu, que j'ai trouvé excellent, est un livre qui parle de la solitude des femmes après 40 ans. Elle s'interroge à partir de sa situation personnelle sur, de façon plus générale, sur la situation des femmes à mi-vie dans une société qui a le culte de la jeunesse. Et je trouve que les réflexions qu'elle livre sont vraiment très pertinentes et peuvent apporter un éclairage à beaucoup d'entre nous, femmes, mais aussi hommes d'ailleurs. Et alors dans un autre registre, Georges, d'ordinaire si pudique quand il s'agit de parler de lui, et bien du coup à l'occasion nous a dit que cette année justement lui aussi allait passer ce cap de la cinquantaine. Et alors ça fait réagir Azuro par mail qui dit ça alors, Georges est un fringant jeune homme de 50 ans à peine.
Moi qui depuis des années l'imaginais comme un vieux garçon rond, glabre et chauve, à la délicieuse odeur surannée d'eau de Cologne bon marché, qui passait ses journées en robe de chambre avec sa maman à boire des tisanes verveine menthe devant Derrick, ou à passer des heures à collectionner des timbres en attendant 23 heures pour vous retrouver enfin, Caroline. Tout à coup, ce sont tous mes repères de noctambule qui sont soudain ébranlés. Et oui, Georges nous a confié aussi qu'il aimait bien les airs doux, ça lui rappelait sa jeunesse. Donc, à ce propos, Sergio dit si ça intéresse notre nostalgique Georges, il y a près de chez moi une magnifique air douce avec le volant en fourrure et tout, pas cher, dit Sergio. Allez, on clôt la rubrique nostalgie et on accueille tout de suite Edith qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Edith. Bonsoir Caroline, bonsoir à vous tous. Merci de m'accueillir et Mais je vous en prie. de prendre le temps de m'écouter et j'espère de votre part de m'apaiser un petit peu. Voilà, j'ai eu la chance il y a 2 ans de commencer une très belle histoire avec un homme que j'aime du plus profond de mon cœur. Très rapidement, on a passé nos soirées ensemble. En septembre 2008, on commençait à discuter un petit peu de s'installer. On a chacun 2 enfants. On essaye de les accueillir le plus souvent possible ensemble. Voilà. Et à l'occasion d'un repas où lui n'était pas présent, mais ma plus jeune dit « Oh, nos parents, c'est super, ils s'entendent très bien, ils sont très amoureux. Eh bien, peut-être qu'un jour, ils vont se marier. » Donc ma fille a sorti ça très spontanément et sa plus grande a tout de suite cassé le truc en disant « Oh, bah certainement pas, hein, parce que mon père, avant d'épouser ta mère, il faudrait d'abord qu'il divorce de ma mère. » Donc j'ai attendu qu'il rentre le soir et je lui ai demandé est-ce que c'était vrai qu'il n'était pas divorcé, puisqu'on avait eu l'occasion de discuter quelques mois avant qu'il n'était pas du tout fermé au mariage, fermé à reconstruire quelque chose. Donc il avait effectivement, il est séparé, mais il avait omis de me dire qu'il était divorcé. Donc là, qu'il n'était pas divorcé. Il n'est pas divorcé, oui. Il n'était pas divorcé, mais séparé. Et donc il m'a gentiment expliqué qu'effectivement les procédures s'étaient un petit peu enlisées, qu'ils n'étaient pas d'accord sur beaucoup de choses et que devant les frais d'avocat, ils avaient choisi de stopper, de laisser stagner la procédure dans la mesure où au niveau du notaire, la séparation pour eux était faite. Donc il m'a laissé gentiment le choix, il m'a dit écoute, soit pour toi c'est trop dur et puis d'accepter ça et puis on arrête là, soit au vu de tout ce que nous avons échangé, ça vaut quand même le coup de se lancer et on avance. Donc, mais il est séparé de sa femme, il ne vit plus avec elle. Il est séparé de sa femme. D'accord, donc le divorce n'est pas prononcé, mais vous vivez ensemble. Non, ça fait 6 ans qu'il est séparé de sa bon, femme. Hein. D'accord. Donc on a habité ensemble en 2008, fin d'année 2008, et il m'avait promis qu'à la fin de l'année 2009, qu'il aurait repris sa procédure de divorce et qu'il aurait divorcé. Bon, on a continué à avancer ensemble. On avait des projets qui étaient... quand on est venu s'installer dans l'appartement, on a dit l'appartement est petit, ça n'ira pas. Ma fille a dû concéder son espace un petit peu pour que tout le monde puisse un petit peu avoir un petit espace personnel. Et puis on avait dit que de toute façon ce ne serait pas la solution que d'habiter dans l'appartement et que une fois que les choses seraient fermement faites de son côté, on envisagerait de prendre une maison et de poursuivre. Bien, l'année 2009 est passée. On a passé de bons moments. Je veux dire, je suis pas... il a raison sur le principe. Il vit avec moi, il n'y a pas de souci. La difficulté est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une discussion qu'on a eue récemment et qui me met profondément en colère. Il n'est pas divorcé et colère ou pas colère, enfin, il m'a dit que de toute façon il divorcerait un jour, mais que ce ne serait pas forcément à mon bénéfice et que ça pourrait être au bénéfice d'une autre. Et là, j'ai très mal pris les choses.
dans le sens où moi je me pose pas la question comme ça, quoi. Mais je lui ai attendez, qu'est-ce jamais qu'il voulait caché. dire là? Je comprends pas. C'est parce qu'il était en colère qu'il vous dit ça ou quoi? Non, parce que j'ai remis la discussion. Je lui ai dit, tu m'avais promis que tu divorcerais. Je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas divorcé, si c'est juste une formalité, si tu t'entends si bien Mais avec ta c'est femme. pas Pourquoi simplement une question de formalité. Il vous dit qu'il y a une question matérielle derrière, d'argent. Non, il ne m'a jamais dit. C'est moi qui suppose que c'est du matériel derrière. Mais pourquoi vous tenez à tout prix à ce qu'il divorce? Parce qu'il vit avec vous, après tout. Oui, effectivement, il vit avec moi, sauf qu'il sait que, et il m'avait dit, tu sais, dès que ma procédure il me l'a dit l'année dernière d'ailleurs, tu sais, une fois que j'aurai divorcé, ça serait bien qu'on se marie, et il le sait que je berçais l'idée d'un jour d'avoir la chance et l'honneur d'être sa femme et de pouvoir officialiser les choses. Et bon, voilà. Vous voulez vous marier avec lui? Ah oui, je l'aime profondément. Oui, Et mais on peut aimer profondément sans se marier. Oui, c'est exact. C'est exact. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas, on n'avance pas. Pourquoi? Parce que on est toujours dans l'appartement, on n'a pas d'espace, on devait trouver une maison et tout ce qu'il trouve à me dire, c'est tu ne cherches pas non plus. Et pourquoi vous ne cherchez pas? Parce qu'il n'est pas disponible à chercher. Ben vous faites les démarches alors. Bien sûr. Je lui ai proposé il y a encore pas très longtemps, je lui ai dit ce serait bien de se rapprocher un petit peu de Bondoufle ou d'une région un petit peu plus au vert. J'ai pas eu de réponse. Mais je trouve que vous meurtrissez là, vous faites du mal, vous vous bloquez sur le fait qu'il qu'il ne divorce que l'omission pas. m'a fait beaucoup de mal. Qu'ils me le disent pas. Qu'ils vous disent pas quoi? Qu'il n'était pas divorcé. De l'apprendre comme ça par sa fille, ça m'a fait beaucoup de mal. Parce que donc vous vivez ensemble depuis 6 ans. Non, il est séparé, lui, de sa femme. Depuis 6 ans, pardon. 6 ans. Oui. Nous vivons ensemble depuis plus d'1 an maintenant. Oui. Vous le connaissez depuis 2 ans, hein, c'est ça. Et oui, lui, c'est jeune, hein, je suis d'accord pour un engagement. C'est jeune, on est dans le début d'une relation. Mais quand je lui dis, mais pourquoi je comprends pas pourquoi vous maintenez. Mais il ne vous a pas dit, il ne vous a pas menti non plus. Vous parlez bien d'omission. Ah d'ailleurs. oui, c'est une omission. Oui. Bah, il m'a dit comme ça, Edith, si je te l'avais dit, on n'aurait pas vécu, on ne se serait pas lancé dans cette histoire. Et il a probablement raison. Parce que c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi, je suis totalement libre. Parce que vous avez l'impression, vous avez, oui, cet engagement, finalement, vous ne comprenez pas au fond pourquoi il ne se désengage pas. Probablement parce que je me suis jamais mariée, mais j'ai une vision un petit peu idéaliste probablement du mariage. Et quand il me dit là récemment, je ne suis pas pour le remariage, ça a été plus fort que moi. Je lui ai dit oui, mais t'es pas non plus pour le divorce. Donc, oui. Voyez. C'est vous dire, j'ai mal. Mais pourquoi il vous dit si je divorçais, ça ne serait pas à ton bénéfice? C'est plus problématique, ça. Je ne sais pas, Caroline. Je ne sais pas. Et ça me fait mal parce que moi, je me pose pas la question comme ça. C'est avec lui que j'avance et c'est avec lui que j'ai envie d'avancer. Mais est-ce qu'il arrive à dire pourquoi finalement il a du mal divorcé. Au fond à acter la séparation par le divorce? Il ne vous répond pas. Mais c'est-à-dire qu'il se ferme, il devient agressif. Non, il se ferme, il se plonge dans le mutisme, il se tait, il ne dit rien. Il me dit on en reparlera et on en reparlera, on en reparlera, on n'en reparle pas. Est-ce que c'est une promesse qu'il a fait? Quel âge ont ses enfants? 13 et 11 ans. 13 et 11 ans. Oui, parce que même pour ses enfants, c'est pas clair finalement. Mais bien sûr que c'est quand pas on voit clair. la réaction il a des problèmes avec l'une de ses filles, mais c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais comment tu veux que les enfants soient clairs pour eux? C'est pas déjà clair pour vous? On voit bien la réaction de l'aîné là qui a dit bon ben oui, il ne peut pas se marier, il faudrait déjà qu'il divorce de ma mère. Ah oui, mes enfants sont tombés. Mais même moi, je veux dire, sur le coup,
j'ai juste été capable de leur dire, Oui. si vous voulez, Oui, vous ça a avez été fini votre brutal. repas, allez jouer les enfants. Oui. Et j'ai eu vraiment comme Oui. si on me donnait un coup de poing dans l'estomac. Ça me... Mhm. Alors, je reçois un SMS d'Henri qui dit « Mon divorce a été prononcé automatiquement après 6 ans de séparation ». Oui, il n'y a pas quelque chose d'automatique maintenant Écoutez, Caroline, je ne sais pas parce que je ne suis pas spécialiste en droit. Ah oui, moi non plus. Cela étant, on a beaucoup évolué dans le droit des familles et dans les divorces. Je crois savoir que maintenant, un divorce, c'est en 6 mois, quand il y a un consentement mutuel. Oui, mais il ne doit pas y avoir ce consentement mutuel. Parce que Caroline, si c'était... ça fait 6 ans qu'ils ne vivent plus ensemble. Oui, mais c'est pas anodin de ne pas divorcer. Bien sûr que ce n'est pas anodin. C'est Et est-ce là que c'est à où moi je de porter ça? comprends. Je ne suis pas sûre. Ah non, ben vous ne Voilà, pouvez pas. j'ai l'impression d'être mêlée à ça et d'être mise en attente. Et ce n'est absolument pas... vraiment, c'est avec lui que je conçois ma vie et il a raison, c'est avec moi qu'il est. Au quotidien, c'est avec moi qu'il est. Oui, mais vous quand trouvez je que parle, symboliquement, par il exemple, n'est pas désengagé. C'est malgré moi, hein. Je lui dis toujours ta femme. Parce que je ne me sens, quelque part, je ne me sens pas, non, pas reconnue parce que je suis à ses côtés, c'est pas ça. Je n'arrive pas à comprendre le lien et il n'a jamais su poser des mots afin que je comprenne, pour qu'on puisse avancer, pour que je puisse passer à autre chose, le pourquoi il est avec, et pourquoi ils maintiennent ce lien. Est-ce que vous savez pourquoi il est avec vous? Est-ce qu'il vous rassure à ce sujet? Eh ben, écoutez, c'est pas ce qu'il a fait ce week-end en me disant, de toute façon, si je divorce, c'est peut-être pas tout bénéfice. Oui, alors voilà, c'est pour ça que moi je m'arrêtais là-dessus. Est-ce que c'est sous le coup de la colère ou qu'est-ce qu'il voulait dire? Ça, Je pense qu'il est profondément malheureux. Je pense que la situation dans laquelle il est, ce n'est pas non plus une situation qui lui convienne. Alors, je reçois un autre message qui dit est-ce qu'il y a une question de pension derrière et qu'il ne veut pas verser une pension alimentaire? Peut-être, mais ce serait tellement bas et pas à l'image de l'homme que j'aime. Ah, eh oui, mais peut-être que vous découvrez un autre aspect. Son épouse travaille? Oui. Oui, donc elle n'est pas dépendante matériellement. Non. Oui. Si vous voulez, quand on parle, c'est ce que je lui ai dit, et c'est pareil, j'ai été peut-être aussi violente dans mes propos. Je lui ai dit, mais à partir du moment où moi tu m'avais dit que tu n'étais fermée à rien et ni au divorce, et que tu sais, je suis épanouie avec cet homme, il m'apporte énormément. Oui, alors je reçois un message de Prune qui dit vous semblez pas heureuse. Pourquoi restez-vous avec lui? Et là, je ne suis pas heureuse, effectivement. Parce que quelque part, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'attendais que les choses changent. Bah, il faut peut-être lui dire que ça remet en question, mais bien sûr, au fond, mais je lui ai dit, mais j'en suis malheureuse, votre lien. Caroline. Oui, mais Je j'entends lui ai bien dit, que vous en êtes malheureuse, mais que ça remet peut-être en question. Encore ce matin, Oui, Edith, mais ça remet bien, ça remet en question. Comme le dit Ninon, pour y voir plus clair, il faut distinguer l'aspect des sentiments et celui du mariage, c'est-à-dire tout ce qui relève du droit, de l'argent. Pour moi, c'est incompréhensible. Je ne comprends pas quand il n'y a plus d'amour, quand on est séparés, pourquoi maintenir le mot mariage? Pourquoi ne pas Enfin, une histoire se termine, elle peut mettre du temps à se terminer, moi aussi. Mais ça montre que quelque part, il y en a un des deux, oui, qui a du mal à terminer, même si terminer symboliquement cette relation. Exactement. Et quelque part, est-ce que vous savez si sa femme a quelqu'un dans sa vie? Non, elle n'a pas refait sa vie. Oui. Je pense que ça serait plus simple si elle, de son côté, avait quelqu'un. Que je lui ai déjà dit. Je lui ai dit, dis donc, ce serait bien qu'elle trouve quelqu'un parce que je pense que on serait plus apaisés. Vraiment, j'ai l'impression de vivre une relation à 3. Oui, alors. Comme je reçois beaucoup de messages vous concernant, il y a Agnès qui dit est-ce que c'est pas sa femme qui refuse de divorcer? C'est une question. Il y a le subversif qui dit le divorce est le lieu d'un conflit que sa suspension soulage, c'est-à-dire qu'ils sont séparés. Attendez, je termine. Donc, il ajoute ne mettez pas de l'huile sur le feu et ne vous assimilez pas à ce nœud-là. C'est-à-dire que là, il y a une question. Dans les faits, ils sont séparés, vous le dites et vous le répétez, puisque depuis 6 ans, ils ne vivent plus sous le même toit, ils ne partagent plus aucune relation, ils n'ont plus de relation sexuelle. C'est avec vous qu'il est depuis 1 an, qu'il est investi auprès de vous. Néanmoins, il y a quelque chose de comme un compromis
que ce couple semble avoir trouvé peut-être pour ménager une forme de paix. On parle parfois de paix sociale, mais il y a des formes de paix conjugale. Ou pour apaiser les tensions, notamment quand il y a des enfants, on laisse comme ça pendant quelques années jusqu'à ce que les tensions retombent, s'apaisent, jusqu'à ce que l'un et l'autre refassent leur vie. Et puis à un moment, celui qui était le plus hostile au divorce finissent par accepter. Oui, mais aussi, donc je pense que vous n'êtes pas en cause dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous mettre en rivalité avec cette autre femme parce que il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison, effectivement. Hein. Mais malgré vous, malgré vous, c'est comme si vous sentiez bloqué et que du coup vous ne pouvez plus avoir aucun projet avec cet homme. Vous voyez, quand vous me dites cette maison, c'est comme si tout d'un coup tout s'arrêtait pour vous dans votre relation à deux. Or, je pense que évidemment, il y a cette blessure qu'il ne vous l'a pas dit, mais parce qu'au fond, il vous connaît et je pense qu'il avait peur de votre réaction. Il vous le dit d'ailleurs. Oui. Il sait que vous êtes certainement quelqu'un d'entier, qui avait besoin que les choses soient carrées. Oui, mais vous savez aussi, Edith, on peut être entier et puis parfois dans sa vie être amené à faire des compromis, parce qu'on est pris dans une situation qu'on ne sait pas très bien comment régler. Oui, mais il y a... Mais je pense que ça n'a rien à voir avec les sentiments qui vous portent. Non, ceci étant, ces filles se confient à moi et mince quand elles me disent maman est toujours amoureuse de papa. Mais Ah oui, mais alors attention Edith, ce sont les enfants et les enfants, même vous savez après un divorce, lorsque la justice est passée par là, les enfants ont cette idée, ont cette croyance, je dirais plutôt, cet espoir au fond, chevillé au corps, que les parents vont se remettre ensemble. Ça, c'est pas parce qu'elles vous disent cela. D'ailleurs, c'est assez pernicieux de leur part. Oui, mais elles sont redoutables. Il y en a une qui est plus redoutable que l'autre. Et ça fait mouche. Parce que je me dis, mais quelque part, c'est pas à moi qu'elles doivent dire ça. Ben bien sûr, mais justement, c'est à vous qu'elles le disent, Edith. Bien sûr, elles savent que ça va me toucher. Bien sûr. Vous êtes quelque part, si elles pouvaient, même si par ailleurs, elles vous apprécient, elles vous aiment bien. Mais il y a des moments, vous êtes quand même la rivale et elles savent que leur mère a pu en souffrir et peut-être en souffre encore, ce qui explique aussi que le divorce ne soit pas prononcé. Donc si on peut un peu la titiller, dire tu sais, papa il aime toujours maman, et puis on s'auto-persuade, on s'auto-convainc, et puis si vous pouviez un peu prendre la porte, ce qui voudrait pas dire qu'elles en seraient pas malheureuses dans le fond. Elles en seraient malheureuses. Mais oui, donc il faut remettre les choses à leur place. Elles sont pas du tout objectives dans la situation. Donc ça c'est pas parce qu'elles le disent que c'est la vérité. L'adage la vérité sort de la bouche des enfants n'est pas toujours vrai. Donc donc ce qui est dommage, je trouve, je crois que passer là, c'est parce que vous l'avez appris. Mais parce que vous êtes sous le coup de la colère, colère. Je suis en colère. Mais je pense que cet homme, justement parce qu'il a peur aussi de vous perdre. A peur de vous perdre, craignez au fond de vous révéler sa situation. Je dis pas que c'est bien ce qu'il a fait, je suis pas en train de justifier son attitude, mais j'essaie de comprendre peut-être. Mais vous êtes dans le vrai, c'est vraiment, on a basé notre relation sur des choses qui sont très très solides, sur ce qu'on pourrait dire des fondamentaux, mais je me surprends, mais il aurait pas dû en fait me dire que d'ici l'année 2009 les choses seraient résolues parce que ça m'a. Et oui, vous étiez fixé, bien sûr. Donc vous êtes d'autant plus déçue. Et quelque part, je me dis mais mince. Alors ça me remet un petit peu face à ces sentiments. Je me dis. Quand on tient à quelqu'un et on projette, enfin les femmes ne sont pas non plus pareilles sur le fonctionnement, on est beaucoup plus décisionnaire, je pense quand même, mais à partir du moment où on se dit, écoute, voilà, je te promets qu'à cette date-là, les choses seront réglées définitivement. Oui. Il aurait dû se donner les moyens de. Oui, mais vous savez, parfois, on est un peu lâche.
C'est ça. Hein, on est un peu lâche. Et en même temps, je n'arrive pas, si vous voulez, à lui en vouloir vraiment de ça, à lui en vouloir de cette faiblesse. Mais quelque part, là, au jour d'aujourd'hui, de m'avoir dit en plus, de toute façon, un jour je divorcerai, mais c'est peut-être pas à ton bénéfice, même s'il l'a dit sous le coup de la colère. Oui, c'est pas agréable. Oui, c'est blessant. Une meurtrissure. C'est blessant, c'est blessant. Mais il a dû réagir à certaines choses aussi que vous lui disiez. Donc je pense que ça a été une surenchère. Oui, ben voilà, la colère engendre la colère. Alors il y a Rosemary qui est avec nous avant qu'on l'accueille. Je voulais vous lire quelques messages. Vous faites beaucoup réagir. Il y a Néjoud qui dit être la femme d'un homme, ce n'est pas être son épouse, mais sa dame de cœur. Vous accordez peut-être trop d'importance au statut et à l'image du mariage. Il y a quelqu'un d'autre, j'ai pas. Il y a Petite Plume qui dit au contraire, je trouve votre malaise légitime. Vivre avec un homme marié, même séparé, n'est à mes yeux de fait pas satisfaisant. Il y a Edith qui dit j'ai vécu la même chose et c'est dur. Je comprends Edith. Cette personne ajoute, dit Edith se sent trahie. Non, c'est pas de la trahison. Oui, moi je crois que trahi est fort, mais peut-être que cette personne, elle, s'est sentie trahie. Il y a Sergio qui dit le mariage est administratif, l'essentiel n'est-il pas l'amour que vous avez l'un pour l'autre et la relation que vous vivez. Pour moi, Caroline. J'ai bien compris. On accueille Rosemary. Bonsoir Rosemary. Là, c'est vraiment encore quelque chose de... Rosemary, bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je n'ai pas retenu le nom de votre interlocutrice. Edith. Bonsoir Rosemary. Voilà. Alors contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, une personne qui disait qu'elle avait eu le divorce automatiquement, ce n'est pas vrai. On peut demander le divorce après 2 ans de séparation. Mais il faut savoir que ça ne se passe pas toujours très simplement, puisque moi je l'ai demandé après 22 ans de séparation. Et j'ai commencé en 2003 et je viens de l'avoir cette année en 2009. Et ma liquidation de communauté n'est toujours pas faite. On se bat que sur une maison. Ça fait pas 22 ans, ça? Je suis un peu brouillée avec les chiffres. Non, mais 2003, oui. Et je l'ai eu en 2009. Ben oui. Ça fait 6 ans. Ben oui, mais vous m'avez dit que vous l'avez demandé après 22 ans. Oui, mais j'étais séparée depuis 22 ans quand je l'ai demandé. D'accord. Hein? Voilà, j'étais séparée depuis 87. Plus de 22 ans. Voilà. Et la liquidation de la communauté n'est toujours pas faite. Alors, il faut se penser que même s'il demande le divorce, si sa femme ne veut pas, bon, elle l'aura, parce qu'on ne peut plus refuser le divorce depuis la loi de 2005, mais ça peut demander quand même beaucoup de temps. Et s'ils ont un bien en commun, comme moi par exemple, ma liquidation de communauté n'est toujours pas faite et j'ai encore des difficultés, je suis encore obligée de prendre un avocat. Donc, il faut pas qu'elle se leurre là-dessus, hein. Ça peut demander des années, hein. Bien sûr. Alors il y a Anne qui dit il peut y avoir un bien qu'ils attendent de vendre après les 5 ans et sans plus-value. Là, ça devient très technique. Hein. Mais voyez, c'est ça à la rigueur, c'est que s'il m'expliquait clairement le pourquoi du comment. Je pense que c'est pas aussi clair. Dit, si tu m'expliques les choses, je suis capable de comprendre. Je suis pas contre toi, je suis avec toi. Je vis avec toi. Oui, mais c'est peut-être explique-moi les choses clairement. Mais peut-être son embarras. Je le sens qu'il est embarrassé. Je sens que c'est douloureux. Alors ça peut être aussi pour me protéger, considérant que ça ne me regarde pas. Ce serait tout à son honneur et ça serait assez proche de la personne qu'il est. Mais ça ne fait qu'un an que vous vivez ensemble pour le moment. Laissez peut-être un petit peu. Il sera toujours temps d'y revenir un peu plus tard. Oui. À mon avis. Mais là, je suis en colère. Mais puisque vous l'aimez, vous êtes surtout en colère là pour le moment. Mais comme vous tenez énormément à cet homme, ça vaut peut-être le coup d'attendre un peu et de laisser là. Oui, surtout que si elle n'a pas un désir d'enfance, c'est quand même pas. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Eh bien, en tout cas, lui est en train de remettre les choses en question. Moi, avant de le rencontrer, c'était formel, c'était non, clair et net. La maternité, c'était terminé. Il m'apporte et on s'apporte énormément et avoir un enfant avec lui aurait toute la légitimité. C'est ce que je lui ai dit. Je n'en veux pas aujourd'hui, demain, après-demain, mais c'est quelque chose qui, projeté avec lui, éventuellement, ce genre de projet serait... pour moi, ce n'est absolument pas fermé. Il m'a complètement réouvert à tout. J'ai vraiment envie de construire avec lui et le fait qu'il ne... Pour moi, que le fait qu'il soit toujours va à l'encontre d'un épanouissement total ensemble. Écoutez, vous verrez bien, après, les choses peuvent évoluer, là aussi. On va accueillir, merci beaucoup Rosemary, en tout cas. Rosemary. Bon courage à vous, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Anne. Bonsoir Caroline. Bonsoir.
Alors bon, je suis tout à fait d'accord sur ce que vient de dire Rosemary sur le côté administratif. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Edith, elle n'a jamais été mariée. Son ami, je me souviens plus de son prénom, lui a été marié et c'est pas forcément un très très bon souvenir en ce moment, disons aujourd'hui. Il a 2 filles. L'essentiel, c'est qu'il aime Edith, que c'est pas évident pour lui parce qu'il est un peu partagé, non pas partagé, mais il tient compte de l'opinion de ses filles, du jugement de ses filles, etc., en plus qui sont adolescentes ou préadolescentes. Oui. Et une union libre, moi je dirais, j'ai été mariée 2 fois, je suis encore d'ailleurs, une union libre, c'est beaucoup plus fort, je pense, on ne va pas faire de cas général, mais plus fort qu'une union mariée. Mariée, il y a quelque chose de possessif. Lui a un mauvais souvenir de cette chose-là. Et là, en construisant sa vie avec Edith, en étant libre des 2 côtés, de toute façon, ils sont ensemble. Apparemment, il aime vraiment Edith. Moi, je dirais pas que c'est de la lâcheté. C'est simplement que lui aussi doit souffrir entre le jugement de ses filles, parce que sa femme, il l'a quittée. Donc, de toute façon, il n'a plus envie de vivre avec elle. Il a envie de vivre avec Edith. Et Edith, qui, elle, n'a jamais été mariée, met sur le mot mariage des choses extraordinaires. C'est bien. Mais en même temps, il y a toujours un côté un peu possessif d'une ou l'autre personne qui va, non pas tuer la relation, mais ça va pas la laisser aussi belle que si elle est comme ça libre. Et voilà, ils sont ensemble parce qu'ils s'aiment. Et le mariage n'est pas non peut-être plus une après. prison. Hein. Enfin, je m'en fais pas cette image-là. Hein. Non, mais vous avez raison de ne pas s'en faire cette image-là. Moi, 2 fois, j'ai cru ça aussi à fond. C'est oui et non. Il y a quand même. Oui, mais c'est intéressant ce que dit Anne, parce qu'après, bon, c'est une question intime. Hein, chacun, union libre ou mariage, chacun décide selon ses envies, ses convictions. Mais c'est intéressant le point que vous soulevez par rapport à lui, par rapport à cet homme, à sa position. C'est-à-dire que pour le moment, lui peut le ressentir comme tel, puisqu'il n'arrive pas ou il ne peut pas à se sortir de ce lien. C'est ça. Moi, c'est vraiment donc comme envisager de se recréer un autre lien, je vais dire, pardonnez-moi l'expression, mais un autre fil à la patte tant qu'il n'arrive pas à se désengager pour X raisons, c'est compliqué. Moi, je dirais même pas se désengager, parce que je pense qu'il est déjà il est désengagé, je suis d'accord avec vous, effectivement. Femme, voilà. Et avec Edith, c'est quelque chose de tout beau, de tout frais, tout... Non, c'est pas tout beau. Hein. On est très conscient des difficultés. On est dans la recomposition. C'est vraiment... c'est pas tout beau. Non, mais voilà. C'est neuf. Il n'y a pas un lien, comme dit Caroline, il n'y a pas un lien, quel qu'il soit d'ailleurs, du mariage ou du Pax. C'est un amour... moi, je dirais, avec chacun 2 enfants, donc forcément, il y a des difficultés. Comme disait Caroline aussi tout à l'heure, les filles, moi aussi j'ai 2 enfants, aussi gentil soit-il, le nouveau compagnon, même les enfants beaucoup plus vieux, ne souhaitent jamais la séparation de leurs parents, même s'ils reconnaissent que les parents n'allaient pas ensemble. Pour eux, le lien de papa-maman, pour eux, c'était jusqu'à la fin de leur jour. Donc même s'ils comprennent d'un côté, mais alors en plus, c'est une adolescente, qui a 13 ans. Moi, j'ai divorcé, ma fille avait 13 ans et demi. Donc, je suis un peu dans le même cas que vous, sauf que j'étais déjà mariée. C'est moi qui l'ai voulu. Mais, une union libre, au début, moi, je trouve qu'il faudrait arrêter de vous poser des questions, continuer à vivre bien avec votre ami qui est comme votre mari, d'ailleurs, puisque vous vivez ensemble. Les enfants, ils disent ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent. Ça, on peut être à l'écoute et tout à fait compréhensif de la difficulté de ces jeunes adolescents ou préadolescents. Mais voilà, il ne faut pas gâcher la relation que vous avez avec votre ami, je trouve. Parce que c'est quelque chose de très beau, très fort. Et puis, lui laisser le temps de digérer un mariage qui n'est quand même pas rien, sans parler des côtés matériels, du tout. Mais simplement sur le plan affectif, un mariage, c'est quand même, je ne dis pas du tout une prison, mais c'est quelque chose qui est scellé et on se dit, voilà, zut, si jamais ça ne marche pas, je vais encore, une fois de plus, être obligée de divorcer, quelle horreur, Alors que, vivant comme vous vivez là, tous les deux,
laisser faire les choses. Et puis, comme dit Caroline aussi, parce qu'elle n'a que des bons conseils, Caroline, chercher une maison. Et puis s'il y en a, comme vous connaissez ses goûts un peu, un jour vous lui dites tiens voilà regarde j'ai trouvé ça et puis est-ce que ça te conviendrait, est-ce que ça te fait plaisir et voilà. Et puis après les choses vont... ça de lui en fait. Non, mais écoutez, oui, moi je trouve que vos réflexions sont très sages, Anne. Merci beaucoup. On va conclure là-dessus, je crois. Oui. Quelques messages encore, Coco. Moi, je crois qu'il n'a pas envie de faire du mal à sa femme et à ses filles, peut-être en rompant ce lien. Et puis, le subversif dit on désire tellement être choisi par notre objet d'amour qu'on peut ne jamais cesser de lutter pour lui, plus pour le pire que pour le meilleur. Oh, c'est très joliment dit. Oui, beaucoup de choses derrière. Oui. Bien, eh bien... Merci beaucoup, Caroline. J'espère qu'au moins parler de votre colère vous aura un peu apaisé. Je suis très en colère. Non, je suis apaisée, j'attendais de vous, effectivement, cet apaisement. Vous avez le droit de rester toujours en colère, hein, mais de continuer à l'exprimer. Mais c'est très intéressant d'avoir toujours de témoignages comme ça. Je remercie vraiment tous ceux qui ont donné des éclairages sur leurs expériences. Merci à Rosemary et à Anne et à tous ceux qui se sont exprimés. Ça permet de relativiser pas mal de choses et effectivement, je me suis peut-être un petit peu enfoncée en opposition. Si tu n'es pas divorcée, c'est que si tu ne veux pas divorcer, c'est que tu n'as pas envie de vivre avec moi, alors que c'est pas le Oui, non, là, je crois que oui, là, vous avez dramatisé un peu les choses. Oui, oui, parce qu'il est toujours là, cet homme, dans les faits. Voilà, il est toujours auprès de vous. Bien, en tout cas, merci de votre appel et de votre confiance. Merci à vous, Anne. Au revoir. Marie-Christine nous envoie un petit mail pour dire, Edith, t'as peut-être fait peur à cet homme avec son désir de mariage. La robe blanche, une fois dans sa vie, c'est bien, mais lui a seulement envie d'amour. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'écouter d'abord. Je vous appelle ce soir parce que moi je vis actuellement quelque chose de très difficile. Si on reprend, donc actuellement mon mari, je suis en procédure de divorce oui. Et refuse. On a instauré une garde alternée et refuse que je parle à mes enfants. Voilà, pendant ces périodes-là. Donc, comment ça, quand vos enfants sont chez lui? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas leur téléphoner? Voilà. Oui, mais alors dites-moi, mettre en place un système de garde alternée quand il y a un rapport aussi conflictuel avec entre les deux parents, ça n'a pas de sens, hein? Non, alors, il faut quand même que je vous raconte un peu notre histoire pour que vous puissiez comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc, je me suis mariée avec le père de mes enfants il y a 9 ans. Donc, ça a été une relation assez... on s'est connus très jeunes et puis je l'ai toujours à quel porté, âge? en fait. Donc, moi, 17 ans et lui, 21 ans. Oui. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a fait les études que ses parents lui ont indiquées, qui n'a jamais finalement pas confiance en lui et qu'il a toujours fallu porter. Donc moi j'ai un peu pris le relais de ses parents en fait. Donc je me suis beaucoup investie pour lui, beaucoup occupée de lui. Voilà. Et puis avec le temps, donc on a eu une fille. Donc dans les premières années de notre mariage, et puis avec le temps il s'est aigri, pas épanoui dans son travail puisque c'est pas son choix réel, profond, et puis j'étais devenue finalement transparente pour lui, voilà. Donc un jour, j'ai rencontré quelqu'un sur mon lieu de travail et donc je suis tombée amoureuse. Oui. Donc je lui en ai fait part. Et puis donc j'ai continué à garder le contact avec cette personne tout en restant avec mon mari, mais en lui disant que c'était terminé. Donc et j'ai vu cet autre homme et je suis tombée enceinte en fait la première fois en fait où on s'est vu en fait. Donc on avait une relation assez
assez. Donc de assez intense, de cet homme. Du deuxième homme en fait. D'accord. Voilà. Et donc j'en ai fait part à mon mari. Ah bon? Oui, je lui ai dit voilà, j'attendais l'enfant de ce garçon dont je lui avais parlé. J'ai aussi averti le géniteur de cet enfant qui lui m'a annoncé en fait qu'il s'était marié. Voilà, alors que bon à la base il n'était pas en couple. Voilà. Donc Il s'était marié entre-temps? Oui, il s'était marié entre-temps. Voilà. Alors moi j'habite dans le nord de la France et cette autre personne habite dans le sud de la France. Donc évidemment un peu compliqué de savoir quand on peut pas connaître quand on fait confiance, on peut pas. C'est difficile avec la distance de savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Mais alors, vous avez poursuivi la grossesse? Alors oui, donc j'ai envisagé dans un premier temps d'interrompre cette grossesse, étant donné la complexité de la situation. Oui. Et puis donc j'ai vu des psychologues du CHU, on a beaucoup parlé, etc. Et je n'ai pas pu me résoudre à interrompre cette grossesse. Hein. Donc bon, j'ai aujourd'hui ce petit garçon. Je suis très très heureuse j'ai pas du tout de regret par rapport à cet enfant. Voilà. Mais alors, votre mari était présent alors, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu la séparation pendant la grossesse? La séparation n'a pas eu lieu là du tout en fait. Mon mari a décidé alors ne souhaitait pas du tout que je quitte et a souhaité en fait reconnaître cet enfant. Donc moi je n'avais plus confiance en tout cas en le géniteur du père de mon enfant. Je ne savais pas où en étaient mes sentiments pour mon mari. J'avais par ailleurs déjà une fille et je me posais beaucoup de questions pour mon fils. Quelle vie j'allais leur donner? Est-ce que je savais pas du tout mis à part le fait que je voulais cet enfant, je me sentais maman, j'aimais cet enfant, hein, j'étais enceinte, je désirais cet enfant. Donc j'ai accepté ce que me proposait mon mari. Voilà. Donc mais on ne s'est jamais remis de ça en fait. Hein. Effectivement, moi je n'aimais plus mon mari d'amour. Voilà. C'est compliqué, oui. Oui. Voilà. Et donc. On lui a fait un acte fort, hein, en reconnaissant cet enfant. Lui, certainement, tenait à vous, hein, alors, oui, très fortement, oui. parce que reconnaître cet enfant qui n'était pas de lui, ne pas partir à ce moment-là, il devait vraiment tenir à vous, hein. Oui, alors effectivement. Et puis il aime. Parce que passer sur votre infidélité, sur le fait que vous soyez enceinte d'un autre homme, reconnaître l'enfant de cet homme, c'est que vraiment il voulait vous garder, hein. Oui. Ouais. Mais ça explique aussi certainement maintenant le conflit, parce qu'il vous aimait. Bon, enfin, maintenant on en vient à votre situation actuelle. Vous avez posé le cadre. Donc aujourd'hui, vous êtes donc en garde alternée et lorsque vos enfants donc sont chez leur père, vous ne pouvez pas avoir d'échange avec eux, c'est ça? Alors non, je peux pas avoir d'échange avec eux. Alors, mais il s'est passé quand même entre-temps, donc on est en séparation de corps depuis plusieurs mois. Et donc bon, il a très très mal supporté en fait la décision de partir. Donc là, bon, on est passé à une relation de très conflictuelle, hein, où là il éprouve une haine. Oui, qui donc, ressort maintenant. Fait, bon, c'est une bombe à retardement en fait. Oui, hein, ce qui s'est passé, voilà, là ça a complètement. Et oui, ça explose maintenant.
ça a complètement explosé. Donc, moi, je tiens quand même à dire que lorsqu'on était mariés et avant que j'ai cette histoire avec ce garçon, mon mari, on n'avait plus de sexualité depuis plusieurs années et il me voyait plus en fait. Hein. Donc, je pense qu'il a été très déstabilisé et par un statut social, par voilà, et qu'est-ce que je vais faire sans elle et comment. Enfin, en fait, on s'est construit ensemble, donc il savait pas du tout comment faire sans moi. Il s'est trouvé complètement perdu. Ou dans le fait qu'il y a un acte d'amour, dans le fait d'accepter mon enfant, mais il y a aussi le fait de se dire, mais moi je préfère autant ça, et puis après tout, un enfant c'est du positif, c'est pas du... Voilà. Hein, donc, mais est-ce que c'était pour moi? Oui, mais il y a certainement d'autres raisons derrière, plus complexes. Et quelle est votre demande alors ce soir? Alors ma demande, c'est que bon, entre-temps, je me suis séparée de mon mari. Oui. Et j'ai rencontré un autre homme, en fait. Hein. Donc, bon, là, ça a encore envenimé davantage les choses. Donc, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était très, très sûr de lui, alors marié, mais très sûr de lui, qui a rencontré mes amis, mes enfants, voilà, qui s'est imposé dans ma vie, alors que je viens juste de quitter mon mari. Depuis quelques mois, là. Depuis quelques mois, voilà. Mais très rapidement, après cette séparation et mon emménagement, en fait. Hein, et qui vient de me laisser, voilà. Hein, qui a dit à sa femme, voilà, je te quitte. Et puis le lendemain, qui a changé d'avis. Hein, alors qu'il voulait faire sa vie avec moi. Et qu'il disait à mes amis, voilà, moi, je l'aime, etc. Donc là, on en est à la troisième histoire. Hein, donc on en est à la troisième D'accord. histoire. Alors, je vous dis, c'est très complexe. Oui, c'est pour ça que je prends des notes, là. Et donc, la semaine dernière, cette personne m'envoie un email en me disant « Je ne peux pas t'appeler. Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Ma femme a de mauvais résultats d'un cancer du col de l'utérus. Et je pense que... Et je ai confiance en toi. Tu es la partenaire idéale. Tu es mon deuxième grand amour, mais je ne peux pas l'assumer. » Voilà, donc je préfère donc en rester là, alors que bon, 10 jours avant, c'était le grand amour. Donc moi, je me suis un peu effondrée parce que ça faisait beaucoup. Voilà. Et donc j'ai demandé à mon mari 2 jours après cela, et après ne pas avoir dormi pendant 2 jours, je lui ai demandé s'il pouvait prendre les enfants avec un jour d'avance. Et parce que j'avais besoin de me reposer, de dormir, de faire le point. Et vous lui avez raconté à votre mari pour quelle raison? Oui, je lui ai dit pourquoi. Oh, mais vous le ménagez pas. Hein. Non, je le malmène, effectivement. Ouais, qu'est-ce que vous lui infligez, hein? Allô? Oui, je suis là. Qu'est-ce que vous le malmenez? Ouais. Mais enfin, lui Oui. Enfin, en tout cas, voilà, peut-être que vous me direz que sa réponse est... Parce qu'en fait, suite à cela, je lui ai dit que j'allais dormir l'après-midi, prendre quelque chose pour dormir. Et suite à cela, avec une de mes amies, ils ont appelé les pompiers, m'ont fait interner en hôpital psychiatrique. Qui, vous? Oui, moi. N'ont pas averti mes parents pendant 2 jours. On m'a interdit de téléphoner. Oui. Il m'a accusé d'être instable, irresponsable. Et voilà. Donc aujourd'hui... voilà. C'est votre mari qui vous a fait interner, dites-vous? Voilà, oui. Oui. Pour ça, il faut quand même l'avis de 2 médecins. Eh bien non. Non, seulement la psychiatre du CHU. Voilà. Ah, il y a quand même... C'est une hospitalisation à la demande d'un tiers? Alors, non. En fait, on m'a empêché de téléphoner à mes proches. Donc, oui, mais ça, là, vous parlez des conséquences de l'hospitalisation. Oui, mais pour être hospitalisé... veux... Vous êtes resté combien de temps en psychiatrie, Alors, Frédéric? je suis restée 2 jours au CHU. Et j'ai passé une nuit et une journée en hôpital psychiatrique. Ça, c'est lorsque vous lui avez annoncé que vous aviez une relation avec cet homme?
Non, ça, il l'avait appris il y a 3 mois de cela. Oui, mais pourquoi vous a-t-il fait hospitaliser ? Pourquoi avez-vous passé ? Parce que si on hospitalisait en psychiatrie toutes les femmes ou les hommes qui sont infidèles, déjà qu'on manque de lits en psychiatrie, franchement, je vous assure que là, ça serait vraiment la crise. Donc, le psychiatre qui vous a reçu vous a quand même hospitalisé. De nuit, donc une nuit. Donc c'est qu'à ce moment-là, vous étiez dans un état, je ne sais pas, d'angoisse, qu'il y avait quelque chose qui était compliqué pour vous à gérer, certainement. Alors il y avait effectivement quelque chose de compliqué à gérer. Seulement, je vais bien expliquer à mon amie. Alors, une amie qui est commune à mon mari et moi, que j'avais de la peine, effectivement, et que je ne me sentais pas bien, et que je voulais me reposer. J'ai envoyé un message en lui disant, voilà, cet après-midi, je me repose, je coupe mon portable, je me coupe du monde un peu, j'ai besoin de dormir. J'ai demandé à mon mari de prendre mes enfants. Donc, tous les deux sont amis et confidents aussi. Voilà. Oui. Et voilà. Donc, donc bon, peut-être dans ce que j'entends, ils ont peut-être eu peur pour vous que vous ne commettiez, que vous preniez des médicaments, que vous tentiez de mettre fin à vos jours. Voilà, alors c'est ce voilà, je pense. On va marquer une pause, Frédéric, et on va se retrouver après le journal de minuit. Ne raccrochez pas. La ligne est ouverte au 39 21 pour que vous puissiez vous exprimer en toute liberté et réagir également aux témoignages que vous entendez à l'antenne. Vous pouvez également le faire par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 code nuit. Nous sommes en ligne avec Frédéric. Alors Frédéric, depuis votre séparation avec votre mari qui date de quelques mois, 4 mois. Qui date depuis septembre. Depuis septembre, donc un petit peu plus. Donc bon, alors bon, c'est difficile de résumer votre histoire parce que votre histoire sentimentale est assez tumultueuse puisque rappelons pour ceux qui nous rejoindraient sur l'antenne d'Europe 1 que pendant que vous étiez encore avec votre mari, vous êtes tombée amoureuse d'un homme avec qui vous avez une relation. De cette relation est né un petit garçon qui a aujourd'hui 3 ans, reconnu par votre mari avec lequel vous étiez encore à l'époque. Puis après votre séparation, vous avez rencontré un autre homme marié, celui-ci qui vous a promis monts et merveilles et puis qui finalement est resté avec sa femme. Et qui est resté avec sa femme. Voilà, donc finalement, attendez, là je résume un peu pour vous parce que sinon ça va être compliqué, on va se répéter. C'est plus pour ceux qui nous rejoindraient. Et finalement, vous nous disiez que lorsqu'il vous a dit que l'histoire était finie, évidemment ça a été très douloureux pour vous. Vous avez demandé à votre ex-mari de garder les enfants en disant que vous vouliez vous reposer, que vous étiez très fatigué, vous couper du monde, couper le téléphone. Bon. Et là, vous vous êtes retrouvé interné en psychiatrie pendant 2 jours. Bon. Pendant 2 jours. Alors, moi, je pense que votre ex-mari, appelons-le comme ça, à ce moment-là, n'a pas agi pour vous nuire. Eh bien, moi, je n'en suis pas du tout convaincue. Moi, je pense qu'il a agi parce qu'il a eu peur pour vous que, à ce moment-là, peut-être vous mettiez fin à vos jours. Alors, déjà, non. Alors, je vais vous dire qu'il y a eu un précédent. Écoutez, de toute façon, on n'est pas dans sa tête. Mais je ne sais pas quelle est votre demande. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, Frédéric. Aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème au niveau des enfants et qu'il y a de règlement de compte et qu'aujourd'hui, il essaie. Et bon, je vois bien que vous avez un peu de mal mais j'ai du mal vous expliquer, en fait. Non, vous m'avez très bien expliqué. Non, parce que en fait, mon mari, moi, c'est peut-être de la lâcheté, mais c'est quelqu'un qui ne s'occupait pas de moi, qui ne me disait pas bonsoir quand il rentrait le soir, et si je me couchais avant lui, me poussait avec ses pieds si j'avais le malheur d'être un peu de son côté dans le lit. Voyez-vous, je n'étais pas aimée ma lâcheté, ça a été de ne pas le quitter parce que j'avais un sentiment de culpabilité. J'ai dû gérer beaucoup de choses. Et là, je lui ai fait
confiance. D'abord, je lui ai confié nos enfants parce que effectivement, j'avais un moment de détresse et de faiblesse. Et je lui en ai fait part, tout comme j'en ai fait part à mon ami. Je leur ai bien dit de ne pas s'inquiéter. Et résultat, 2 heures plus tard, on fait intervenir les pompiers chez moi. Alors évidemment, je prends un somnifère pour dormir parce que je suis épuisée. Ils peuvent pas me réveiller. Je suis en train de dormir, effectivement. Et voilà. Et je me réveille à l'hôpital. On ne prévient pas mes proches, c'est-à-dire ma famille, mes parents, et cela pendant 2 jours. Au CHU, on m'interdit de téléphoner mon ami, que je croyais mon ami, n'appelle pas mes parents non plus. Pendant ce temps-là, mon mari indique à la psychiatre que je suis complètement immature et que je suis amoureuse obsessionnelle, et que effectivement, il faut absolument pas me laisser sortir, sinon je vais attenter à mes jours, alors que je n'ai jamais tenu de propos de ce genre, et que pour que je quitte mon mari, il m'a fallu quand même beaucoup de courage pour garder mon bébé, pour assumer ses choix, voilà, et on m'accuse, on essaye de me discréditer en tant que maman, alors que je ne fais aucun problème effectivement, on a mis en place une garde alternée parce que j'estimais que c'était juste. Je voulais que ce soit juste pour mon mari. Il y a des choses que j'ai appréciées et il a été responsable de beaucoup de souffrances pour moi aussi. Donc, et 2 autres hommes aussi m'ont fait souffrir, voilà. Donc aujourd'hui, clairement, j'ai la sensation qu'on m'a piégée, et le lendemain, j'ai quand même réussi à envoyer des SMS pour appeler à l'aide quand j'étais dans cet hôpital psychiatrique. Et le lendemain, ni mon mari ni mon ami ne sont venus me rendre visite, ni ne m'ont apporté des affaires ni appelé. Et lorsque j'ai réussi à sortir par l'intermédiaire de mon avocate et d'une amie, j'ai réussi à appeler mes parents qui m'ont dit Xavier nous a dit que tu étais très perturbée, que nous ne devions pas te laisser sortir puisque tu allais te ficher en l'air, etc. Plus personne ne savait le vrai du faux. Moi, j'étais totalement paniquée. Bien, Frédéric, si vous permettez que je vous réponde. Allez-y. Bien. Alors, je comprends votre colère de vous être retrouvé dans cette situation certes pénible, alors que votre intention n'était pas de mettre fin à vos jours. Non. Est-ce que vous pouvez comprendre, néanmoins, peut-être, que votre entourage, et notamment votre mari, ait eu peur pour vous ? Voilà. Maintenant, c'est une hypothèse. On va pas relancer le débat. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que qu'il y ait eu, que vous ayez été malheureuse dans votre couple, je vous crois, que vous ayez manqué d'attention, je vous crois. Je crois que vous lui avez largement fait payer. De votre côté. Par ailleurs, non, mais laissez-moi, écoutez, Frédéric, soit vous monologuez, et dans ces cas-là, je ne vois pas tellement l'intérêt de notre échange. Soit on peut parler ensemble. Bien, pardon. Parce que c'est pas un tribunal ici. C'est-à-dire que vous n'êtes pas jugé. J'ai l'impression d'être coupable, oui. Oui, mais je sens bien que vous avez l'impression d'être coupable, mais c'est ce que je vous dis, c'est pas un tribunal ici. Vous n'êtes pas en face de votre mari, vous n'êtes pas, je suis pas un procureur. Comment ? Pas obligé de me défendre, non. Ben non, vous n'êtes pas obligé de vous défendre. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que vous êtes dans une situation où vous vous êtes retrouvé dans une situation compliquée et où finalement vous êtes jeté après un peu à cœur et à corps perdu dans des relations sentimentales où vous vous êtes perdu, qui vous ont fait du mal, où vous avez enchaîné les relations et où vous vous perdez vous-même dans ces histoires.
Et ça, c'est dommage pour vous. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça serait important pour vous de prendre un peu de recul. Je suis venue à la même conclusion. Pour vous-même, vous voyez, prendre un peu de recul et comprendre ce qui est en jeu et pourquoi finalement un peu mieux quelles sont vos attentes, parce que c'est pas en tant que mère qu'il y a quelque chose qui est problématique. C'est vraiment en tant que jeune femme dans votre relation aux hommes. Quand vous dites les hommes m'ont fait souffrir, oui. Et il y a cet homme, votre ex-mari, où quand je dis que vous lui avez fait payer en retour, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, Frédéric, à un moment, vous l'avez reconnu, vous dites oui, je l'ai malmené. Parce que vous vous êtes aussi senti malmené à un moment. Dans la relation. Donc, je crois que ça serait important que vous puissiez reprendre ça dans un lieu justement neutre, tel que la thérapie, où justement là c'est un lieu où vous n'êtes pas jugé. Il s'agit pas de juger, il s'agit de vous au contraire donner du sens à tout ça dans votre histoire. Mais vous savez, j'ai déjà vu une thérapeute avec laquelle j'avais passé une matinée. Et j'avais justement demandé à mon mari, dans l'espoir de sauver notre couple, de le faire ensemble. Oui. Et sa réponse a été « Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. » Donc, le fait que moi effectivement, j'ai commis l'adultère, voilà. Ça oui, non, mais il ne s'agit pas de ça. On n'est plus... Oui. Quelque part, bon, c'est vrai que ça a toujours été très difficile pour moi d'avancer là-dessus avec lui. Oui. Il vous enfermait, effectivement, vous étiez la coupable et lui... Voilà, moi, on a toujours eu, malgré cela, beaucoup de dialogues. Où moi, je lui dis, mais laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Et ça n'était pas possible. Mais je suis d'accord avec vous quand je vous ai dit tout à l'heure un peu rapidement qu'il fallait qu'il vous aime pour finalement vous garder auprès de lui avec cet enfant que vous portiez qui n'était pas de lui, après le reconnaître. Derrière cet amour, il y avait aussi d'autres raisons, certainement plus obscures. Parce que, alors, il y a des hommes qui parfois sont prêts à tout pour garder la femme qu'ils aiment, mais si c'est au fond pour lui faire payer inconsciemment sa faute, et je mets énormément de guillemets, et donc en la maintenant dans la culpabilité, ça crée une relation assez perverse de pouvoir. Bon, donc il y a parfois des côtés beaucoup plus obscurs. Maintenant, je pense que pour sortir, et là, vous voyez, je sors de la relation que vous avez vous en tant que mère par rapport à vos enfants, parce que c'est pas là-dessus que c'est problématique. C'est vous dans la relation aux hommes où après vous vous êtes vraiment perdu dans des relations qui vous ont fait du mal. Voilà. Et d'ailleurs, il y a Emmanuel qui dit, mais au fond, Frédéric ne s'accroche-t-elle pas à des hommes indisponibles pour se faire rejeter, sans s'en rendre compte, bien sûr? A-t-elle peur, au fond, d'accepter d'être aimée? Il y a Prune aussi qui dit, il est évident qu'il ne faut plus vous confier à votre ex-mari et plutôt parler à un thérapeute, vraiment, où là, vous pourrez parler en toute confiance. Et puis c'est Bambi aussi qui dit que ça serait important de prendre du recul et que les relations que vous avez eues jusqu'à présent vous ont enfoncé plus qu'elles ne vous ont aidé et qu'il est important de prendre en main votre vie. Alors ça, oui, voilà. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, moi, alors évidemment, je suis en plein je suis dans l'œil du cyclone en fait. Donc aujourd'hui, mon souci est de savoir quelle portée peut avoir les derniers jours, quelles incidences peuvent provoquer sur les enfants. Sur les enfants, voilà. Écoutez, je pense pas tellement, Frédéric, dans la mesure où ça vous pourrez voir avec votre avocat, mais sans se lancer dans une bataille juridique, vous êtes resté à peine 48 heures. Donc ça montre bien que s'il y avait eu un état grave, si vous étiez dans une problématique psychiatrique, vous seriez resté
bien plus que 48 heures. Si vous étiez dans un état dépressif avéré ou dans un état suicidaire avéré, vous seriez resté plus de 48 heures. Donc votre état, le fait même que l'hospitalisation a été courte, va plutôt dans votre sens. Donc ça, vous voyez, je pense pas que ça ait aidé. On peut dire que ça peut arriver que votre ex-mari, justement, il faut, je pense, minimiser les choses, dire que votre ex-mari s'est inquiété pour vous. Si lui, après, voulait arguer de cela pour dire mon ex-femme et comment dire a des troubles psychiques. Vous voyez, elle a voulu mettre fin à ses jours. Là, dire il n'est pas question. Attendez, il n'est pas question de ça. Si il veut dire elle est immature affectivement dans ses relations amoureuses, écoutez, on peut être parfois immature dans ses relations amoureuses et pour autant être un bon père et une bonne mère. C'est pas du tout du même ressort, ça. Et le juge aux affaires familiales sait faire la part des choses. Je l'espère, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un règlement de compte et moi ça me... Oui, mais on peut en même temps, Frédéric, il est malheureusement un peu inévitable compte tenu de la relation que vous avez eue. Mais là, je trouve que c'est intense. Alors, je veux bien un peu... Eh oui, mais comme vous avez dit, c'est l'effet rebond. La bombe, elle explose parfois des années plus tard. Oui, hein, mais voilà. Moi, je n'avais pas intention... Je sais, j'ai compris. J'ai compris. Mais là, je vous dis, ça sera à voir. C'est pour ça que c'est important que vous le travaillez, vous, en thérapie, et puis avec votre avocat. Hein, un bon avocat saura tout à fait trouver les arguments par rapport à un juge aux affaires familiales qui, malheureusement, a l'habitude, je dirais, de ce genre de situation conflictuelle. Bon courage à vous, en tout cas. Merci. Au revoir, Frédéric. Au revoir. Un SMS de Luce qui me dit scandaleux de ne pas comprendre qu'elle a affaire à un manipulateur et de continuer à la culpabiliser. Je pense que vous parlez de la jeune femme qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire de Frédéric. Écoutez, je n'ai rien vu dans le comportement de cet homme qui me fasse penser à un manipulateur, ma chère Luce. Je ne pense pas que chaque fois qu'il y ait un homme qui ait des relations difficiles, conflictuelles avec une femme, ce soit forcément un manipulateur. Alors c'est intéressant parce que selon les témoignages, comme ça, selon les couples, selon celui ou celle qui entend mes propos, il y a toujours forcément beaucoup de projections. Je reçois des courriers où tantôt je suis, je cite, trop féministe, ayant beaucoup trop de compassion vis-à-vis des femmes, et puis parfois, à l'inverse, je ne vois pas assez, je ne repère pas assez les hommes manipulateurs ou encore pervers narcissiques, puisque c'est très à la mode actuellement. Écoutez, il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit de voir que dans ce couple, il y avait une relation complexe, que certainement, Frédéric le disait, elle n'a pas été heureuse dans cette relation, que finalement, elle a bien renvoyé l'ascenseur de son côté, que maintenant, les choses soient très conflictuelles entre eux, étant donné tout ce qui s'est joué dans le couple, malheureusement, il ne peut pas en être autrement, et je ne vois pas en quoi j'étais dans la culpabilisation en lui disant, au contraire, de chercher à donner du sens par rapport à ce qui se jouait, elle, dans sa relation aux hommes, plutôt que de continuer à vivre des relations comme ça, où elle s'investissait, semble-t-il, beaucoup, et où elle se perdait et où elle en prenait plein la figure. Donc je pense qu'il vaut mieux se poser, prendre du recul et réfléchir. Voilà. On accueille maintenant Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, très heureuse de vous entendre et meilleurs vœux, etc. Je vais pas répéter. Merci, très belle année à vous. Je dis bonsoir à tous les auditeurs, Georges, le Subversif, etc., etc. Je vous entends depuis l'an 2001. Et je me suis jamais manifestée, une fois peut-être. Et je voulais donner un petit peu mon point de vue par rapport à tous ces gens qui sont très malheureux, qui s'empêtrent, excusez-moi de dire ce mot, dans des relations difficiles avec des hommes qui sont pas toujours
Voilà, en fait, je vous raconte un petit peu ma vie. Moi, voilà, je pense que j'étais pas très heureuse. Mes parents avaient beaucoup de travail, beaucoup d'enfants, etc. Bon, et puis je suis partie d'Algérie très jeune, donc ça a été un déracinement. Et puis j'ai eu un enfant toute seule, avec des copines qui m'ont trahi, etc. Et puis, bon, bah, écoutez, à l'heure actuelle, ma fille est adorable avec moi. Je n'ai rien à lui reprocher, c'est un amour. Elle m'a humiliée pendant une vingtaine d'années. Disons qu'elle me volait, elle m'humiliait, elle me parlait mal, elle me disait que quand j'allais la chercher, j'étais la concierge. Enfin bon, bref, j'ai entendu des vertes et des pas mûres, mais je crois que j'ai une force de caractère qui fait que je suis passée par-dessus tout. J'ai jamais appelé à l'aide, au secours, après qui que ce soit. Et en fin de compte, maintenant, je suis en parfaite harmonie avec ma fille et en parfait accord avec moi-même. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à aimer les autres, à donner tout ce que je pouvais, de ma gentillesse, de tout ce que je pouvais partager. Et voilà, bon, il n'y a pas d'amoureux, il n'y a pas d'argent, mais je suis vraiment au top de ma forme. Voilà. Et quand j'entends des gens qui se torturent l'esprit avec des petites choses, je suis un peu... Ah, ça, attention, c'est toujours de l'extérieur compliqué de dire des petites choses. Je l'entends très mal, pardon, il y a des hachures, oui. Oui, c'est pas, ce sont pas des petites choses forcément, hein. C'est toujours délicat de dire ça. J'en ai eu des choses très délicates, j'ai eu des accidents, je suis restée dans des fauteuils roulants, je sais tout ça. Mais après, on regarde le matin et on se dit, bon, mais il faut aller de l'avant, il faut sourire, il faut que ça aille. Et puis ça va, quand on se donne la peine. Je sais qu'il y a des gens... dans la difficulté, bien sûr. Attention, je ne dis pas que tout est rose, tout est beau, hein. Non, je vois pas les petits oiseaux, etc. Mais je veux dire, il faut savoir un petit peu passer par-dessus des difficultés qui vous empêtrent dans des situations un petit peu catastrophiques, quoi. Je veux dire qu'on cherche, en fait. Oui, mais c'est vrai que c'est toujours... en même temps, vous avez, bon, une bonne réaction, une attitude comme ça, une bonne nature, j'ai envie de dire, une façon d'aborder les difficultés. J'ai beaucoup pleuré, hein. J'ai beaucoup pleuré, je vous avoue. Mais je pense que ça s'apprend. Et quand on en sort, on peut pas revenir en arrière. Ce qui est acquis est acquis. Et bon, on avance. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Oui, bon, mais pour autant, vous voyez, il faut toujours être comment dire. On sait, par exemple, dans notre pratique de psy, que quelqu'un qui vient nous voir pour quelque chose qui pourrait sembler anodin ou anecdotique, on ne va jamais, on va toujours écouter, et pas d'une oreille distraite, parce que derrière ce fait apparemment anecdotique, ça peut réactiver des souffrances plus anciennes. Donc, et alors que des gens qui vivent à côté un véritable drame, eux peuvent faire face. C'est assez. D'abord, nous ne sommes pas tous faits pareil. De la même façon que il y a des gens qui ont la chance d'avoir une santé de fer. Ça, c'est génétique aussi. Sur le plan psychique, il y a des gens qui sont plus solides que d'autres, il faut bien le dire. Oui, non, mais je pense qu'il faut se forger un caractère, c'est tout. Moi, bon, je pense que j'ai beaucoup de caractère parce que j'ai appris justement à me défendre toute seule, à souffrir toute seule et à ne rien demander à personne. J'ai pas attendu après mes frères, mes sœurs, voilà. Et je me suis dit, il faut que j'avance. Et je veux dire, ça vous forge un caractère féroce, où vous avez une envie, une rage de vivre, qui fait que le reste est que dérision. Mais bon, je reconnais que c'est une force assez personnelle, ce qui me va droit au cœur, parce que je suis ravie en fin de compte. Hein. Pardon d'être aussi prétentieuse. Mais... Non, il s'agit pas. Attendez, on va pas. Vous allez pas vous sentir honteuse d'être heureuse quand même.
Non, mais je suis contente de moi parce que mais vous je ne pouvez. me donne pas le droit de m'apitoyer sur mon sort et quand ça va pas, ben je me maquille et je m'en vais, quoi. Oui, Voilà. mais encore faut-il en avoir la force, parce que alors j'ai l'air de, c'est formidable, moi je trouve ça formidable, mais ça veut pas, il faut être pour autant indulgent vis-à-vis des personnes. Moi je trouve ça formidable votre témoignage, Marie, parce que j'ai l'air de dire tant mieux, ça fait du bien entendre. Oui, mais je trouve votre témoignage d'autant plus formidable si malgré cette énergie, cette envie de vivre qui vous tient comme ça, que vous avez chevillé au corps, eh bien vous aviez malgré tout l'indulgence pour les gens qui ne l'ont pas peut-être et qui traversent une phase où justement ils n'ont plus le goût à se maquiller. Non, mais par exemple. Franchement, que j'ai cette indulgence, et même je vais au-delà parce que je suis toujours présente au moment où il faut. J'accours en principe dès que quelqu'un va mal. Mais bon, est-ce que j'en fais trop? Je ne sais pas. Autre chose. Mais ça me fait du bien. Ouais. Et ça fait peut-être du bien aux autres. Ouais. Et je suis faite comme ça, voilà. Ouais. Alors donc, je voulais le dire, voilà. Oui, vous avez raison. Il y a d'ailleurs Patricia qui dit je craque pour cette belle voix, mais tout le monde ne réagit pas de la même façon. Et puis il y a Petite Plume d'ailleurs qui dit une belle voix grave et chaleureuse que la vôtre, Marie. Et puis c'est ce que dit d'ailleurs le subversif. Voilà. Il dit une intervention. Et il dit une intervention très vocale, sponsorisée par Gitane, mais sans filtre. Voilà, vous avez tout compris. C'est mon côté masculin et c'est le seul. Non, ils ont très bien compris que vous étiez une femme et ça donne un côté extrêmement sensuel, comme ça, héroïque. Entre la sensualité, la féminité, la gentillesse, je crois, oui. Et puis l'écoute aussi. Même si je parais comme ça anodine, non, j'écoutais les uns et les autres et parfois je me dis qu'il faut aller de l'avant et ne pas attendre après les uns et les autres. En fait, c'était ma façon de vous dire je pensais. Parce que sinon, si on attend après les uns et les autres, je crois que on n'avance pas. Et seul, on se donne la force. Moi, je me suis trouvé 3 ans dans un fauteuil roulant, et je vous avoue franchement, j'étais bien entourée avec les éducateurs, mais quand je suis sortie, j'étais quasiment mourante, et puis j'avais personne. Oui. Je me suis dit, tiens, tu vas mourir, mais t'as pas envie de mourir, Marie. Et puis voilà, j'ai fait 2 pas, 3 pas, et si vous savez le bonheur que j'ai de marcher, de courir maintenant, et j'y repense tout le temps. Voilà, ce sont des expériences de vie. Mais écoutez, je regardais, je sais pas si vous l'avez vu, le reportage, là, ils ont, dans le journal télévisé de France 2, ils ont fait voir un reportage sur les centenaires. Et on s'est dit, oh là là, je me suis dit, centenaire, on va encore voir, des personnes là, dans des maisons de retraite. Écoutez, ils ont choisi évidemment, mais ils nous ont fait voir 3 centenaires. Vous l'avez vu? Je l'ai entrevu. Oh, écoutez. Mais qu'est-ce qu'ils étaient? Franchement. Non, mais je parle pas de vous. J'ai 60 ans, je fais 1m42 pour 50 kilos et je suis coquette. Oui, Marie, je parlais pas de vous. Voilà, et je m'appelle Arsenic et vieille dentelle. Je vous avoue franchement, et je me dis, je pourrais pas me voir vieillir comme ça. Donc mon vélo, je vais chez le kiné parce que j'aime pas les salles de sport et que j'ai quand même des soucis de cervical, etc. Mais quand j'y vais, je me donne à fond pendant 2 heures à faire les fessiers, les abdos, la respiration. Waouh, quel courage! Parce que chaque matin. Abdos, cuisses, fessiers, c'est atroce. Voilà. C'est le pire. Donc, je veux dire, ce sont des petits trucs. Il faut pas d'argent pour ça, voilà. Ah non, ça c'est sûr. Non, il faut de la motivation. Mais je repense à ces centenaires, ce monsieur-là, qui avait fait la guerre et tout, bien sûr. Il ouvrait la porte, là, il disait, entrez donc. Il avait un regard malicieux. Il était drôle, il était pétillant d'humour. Il y avait qu'est-ce qu'il était drôle, celui-là. Il m'a fait rire. On sentait que il avait vraiment, mais il était bourré d'humour. Et on voyait qu'il était content d'avoir de la visite. Il y avait cette dame aussi qui était belle, là, qui jouait du piano. Elle était pour cette année dans la maison de retraite. Elle disait, ça me fait de la peine quand même. À la fin d'avoir été. Ah oui, j'ai vu. Oh, elle était belle. Et puis alors, elle avait une silhouette de jeune fille et puis elle faisait des pas là de danse. Je vous assure, je
danse, je fais la danse classique, je fais le grand écart. Bon, j'ai 60 ans, hein, mais par exemple, je fais la cuisine. Il faut que je tape chez les voisins pour leur porter ce que j'aime, ce que je fais, avec un amour que vous pouvez pas vous imaginer. Mais moi, ce sont des choses qui m'envahissent de bonheur, voilà. Et alors, c'est ce qu'ils disaient tous, ils disaient votre secret de votre fontaine de jouvence, ils disaient être heureux. Ah, on se dit essayer, quoi. Ce que je voulais dire simplement, il n'y a rien de... Ben oui. Et pourtant, je vous avoue que j'ai une vie pas facile du tout. Mais bon, j'ai oublié, j'ai gardé que le bon. Le bon. Ah, ouais, mais alors il y a Bambi qui dit c'est assez juste. Hein, il dit, oui, mais alors, cher Marie, si on devait tout le temps se débrouiller seul, à quoi servirait Caroline? Mais c'est vrai, subitement. C'est moi qui vais avoir des angoisses, je vais être au chômage technique, moi. Mais je suis là pour vous appeler, pour vous le dire. Non, je serais heureuse pour vous. À tous ceux qui m'entendent. Et je les embrasse tous. Nous aussi, nous vous embrassons, Marie. Hein. Je vous embrasse, moi aussi. Caroline. Au revoir. Merci et une bonne soirée. Je vous entends depuis 2000, hein, je vous lâche pas. Hein. Mais je ne sais pas passer des SMS, ça m'intéresse pas. Non, mais appelez-moi en direct. Moi, voilà, j'adore vous avoir en direct. J'aime la voix, la vie, voilà. Vous êtes une épicurienne, continuez comme ça. À bientôt alors, chère Marie. Je vous embrasse, j'embrasse tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et les maris se suivent ce soir, se ressemblent-elles? Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, c'est Marie du Grand Sud, la sœur de Calixte. Ah, vous souvenez-vous que je vous avais envoyé des dessins de Calixte qui est autiste et on avait fait une émission longue à plusieurs. Bien sûr, on avait parlé de votre frère Calixte, qui est autiste et qui dessine magnifiquement, qui a un imaginaire extrêmement riche. Oui. Oui. Voilà. Oui. Et alors ce soir, je me permets de vous appeler en vous remerciant de prendre mon appel pour parler justement du cap des 50 ans, parce que vous aviez entendu, Bénédicte hier, hein, qui en parlait avec humour, puisqu'elle disait, vous savez pas ce qui m'est arrivé ce matin en ouvrant un œil, il y a un demi-siècle qui m'est tombé sur le coin de la tête. Bon. Voilà. Oui, alors c'était pour dire que moi, j'ai 64 ans aujourd'hui, mais les 50 ans, je les ai marqués plusieurs fois, parce que j'estime que 50 ans, il y a tout un passé qui est vécu et qui est formateur et qui permet d'ouvrir sur l'avenir qui est encore de nombreuses années devant, c'est ce qu'on souhaite. Oui. Et donc, je vais vous dire un peu comment j'ai vécu ces 50 ans. J'ai d'abord, bien sûr, fêté en famille avec mes frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, mais aussi en même temps avec des cousins et cousines que je n'avais pas vus depuis 15-20 ans, que j'ai invités, et puis tous n'ont pas pu être à l'appel. Il y en avait qui se connaissaient pas entre eux. Moi, je les connaissais tous, bien sûr. Et donc, ils ont été très, très heureux de se rencontrer, certains de faire connaissance, puisqu'il y avait des cousins du côté de maman, du côté de papa, mes parents n'étant plus là, hein. Voilà. Mais ce qu'il y avait alors, j'avais eu l'idée de dire à ceux qui étaient absents de m'envoyer une photo d'eux. Voilà. Et donc, ensuite, on avait fait une photo de groupe. Et j'ai rajouté, moi, sur la photo de groupe, les absents. Et ensuite, j'ai fait une photo familiale où nous sommes une 45 donc sur cette photo, et j'ai adressé à tout le monde, pour dire merci de cette journée, j'ai adressé à chacun la photo complétée par les absents. Voilà. Donc ça a très bien. Les absents, vous voulez dire les absents qui n'ont pu venir, qui étaient vivants. Ah d'accord, oui, parce que c'est. Non, pas les absents décédés, non, les absents vivants. Voilà, qui n'ont pu se déplacer ce jour-là, quoi. Voilà. Et donc j'avais fait un montage et donc comme ça on y était tous, quoi. Voilà, entre autres. Et puis je les ai marqués aussi avec. Je faisais partie d'une association, la 1901 d'écoute anonyme,
qui n'est pas SOS Amitié, mais qui était une autre structure. Et là, c'est pareil, j'ai fait un petit cadeau à chacun. Ils ont été très touchés. Ça a été très, très riche. Et aussi avec mes collègues. Et avec mes collègues, on a passé une soirée vraiment très, très positive aussi. Et donc, c'était pour dire que ce cap des 50 ans ne m'ont pas altéré du tout, quoi. Oui, vous étiez très investi dans la vie associative et autres. Mais Bénédicte nous parlait plutôt de son vécu de femme, elle, hein, c'est ça, de sa peur aussi d'être. Elle n'avait pas eu d'enfant, elle vivait seule, donc c'était dans un. Elle nous en parlait de façon très intime, Bénédicte, hier soir. Oui, voilà, vous nous parlez sur un plan plus social, plus. Voilà, vous voyez, vous en parlez différemment. Plus ouvert, voilà. Enfin, plus ouvert. Je sais pas si c'est plus ouvert. Vous en parlez de façon sur un plan social. Elle en parlait sur un registre plus intime. Voilà, c'est ça, plus personnel. Oui. Voilà, oui. Tandis que moi, j'ai voulu vraiment faire la fête et voilà. Donc, ça a été d'une grande richesse parce que je me suis fait un album que je regarde de temps en temps et alors ce que nous faisons en famille, c'est un peu à mon initiative. On est 7 frères et sœurs, hein, et j'ai marqué tous les 50 ans dans la famille des frères et sœurs. Bon, je suis la dernière. Donc, à chaque 50 ans de mes frères et sœurs, on a fait une rencontre familiale, quoi. D'accord. Voilà. Oui. Voilà. D'accord. Donc vous l'avez vécu vous différemment parce que vos centres d'intérêt sont plus axés sur la famille et la vie associative. Et le social. Oui. Eh bien, merci Marie de nous avoir parlé de la façon dont vous avez vécu vos 50 ans. Merci Marie. Merci. Au revoir. Caroline. Au revoir. Merci. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Philippe. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonne année à vous. Merci, à vous aussi. Et merci de votre patience. Il paraît que vous êtes en attente depuis longtemps au standard. Bon, c'est pas bien grave, ça, c'est pas... Vous savez, pour vous avoir, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour attendre, hein. C'est gentil, ça. Une fois qu'on vous a, on est content, hein. Bien, Caroline, je vous ai appelé il y a pas longtemps, je vous ai appelé pour une autre affaire. Mais là, je vous appelle parce qu'il y a 3-4 mois, je vous ai appelé pour vous parler d'un amour. Oui. D'un amour que j'avais vécu avec une personne. On s'était séparés, on s'était pas revus, puis on s'était revus, ça fait un peu plus de 20 ans qu'on se connaissait. Et je vous avais dit, on va essayer de se remettre ensemble. Et finalement, ça a complètement foiré. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et un sentiment, je ne sais pas si vous avez partagé le mien, mais j'ai un sentiment que j'ai vécu ça comme... j'ai mis ça sur le dos de la nostalgie. Et je n'étais pas amoureux. J'étais nostalgique, mais pas amoureux. Alors certains me diront que c'est la même chose, pas pour moi. Ce qui fait que je pense que ni elle ni moi, on était en phase de se remettre ensemble et en phase de revivre ce qu'on a vécu. Et c'est idiot parce qu'on ne revit jamais 2 fois les mêmes choses. C'est comme quand on perd quelqu'un ou un chien, on peut racheter un autre chien, on n'aura pas le même chien, même si c'est la même race, on n'aura pas la même bête, on n'aura même pas le même... C'est pas possible. Je pense que c'est pas possible. Et voilà, et je suis pas triste, hein. C'est pas de la tristesse, mais c'est un constat ni d'échec, mais c'est un constat que finalement c'est quasiment pas possible de se remettre avec quelqu'un 20 ans après, même si on pense que cette femme-là était la femme de votre vie, et ce que j'ai toujours pensé, et ben ça s'est démenti. En tout cas, mais je me souviens, il me semble, me souvenir de votre voix, en tout cas, vous en aviez parlé. Oui, mais vous avez eu plusieurs fois. Oui. Vous aviez beaucoup, vous étiez, au départ, vous étiez assez convaincu, et puis on en avait parlé, je vous avais dit d'aller peut-être un peu doucement, et puis au fond, vous étiez très heureux la dernière fois quand vous m'en avez parlé en disant heureusement que j'ai
que j'ai été patient parce que c'est elle qui est venue un peu vers vous. Ouais. Et puis au fond, non, ça n'a pas collé. Bon, vous avez essayé au moins. Ouais, j'ai essayé et je vais vous dire que il s'est passé ce qui s'est passé. On a passé. En réalité, je vous dis, c'est un peu dur ce que je vais vous raconter là. Mais tout s'est fait en une journée. Non, je vous jure que c'est vrai. Ça s'est fait en une journée. On a remis les choses à l'heure correctement. On a passé un super moment ensemble. Et au moment où je l'ai ramenée chez elle, c'est bizarre, mais je savais que ça n'allait pas durer. C'est un sentiment très étrange, très bizarre, mais je vous promets que Caroline, quand elle a claqué la porte, je suis rentré chez moi, je me suis dit, putain, j'ai passé une super bonne journée, mais avec aucune envie d'en recommencer une autre. Je peux pas l'expliquer, c'est complètement contradictoire, c'est complètement stupide, je sais pas comment vous le dire. C'est fou, hein, comme quoi, comme vous avez fantasmé sur cette femme. Ah ouais. Et comme finalement, vous pourriez d'ailleurs à l'heure actuelle continuer à fantasmer sur elle en étant convaincu que c'est la femme de votre vie, parce que je me souviens de la façon dont vous nous en parliez. Ah ouais. Vous étiez vraiment convaincu, hein, à ce moment-là, on vous aurait dit la moindre chose, rien, vous aviez une foi inébranlable. Et là, vous vous êtes confronté à la réalité. C'est intéressant. Il y a quelque chose qui, entre cette rencontre entre votre fantasme et la réalité, il y avait plus adéquation. Mais je suis assez d'accord avec vous. C'est toujours très périlleux de se confronter à son passé. Ouais, je crois que, en retrouvant, ça peut marcher, hein, parce qu'après il n'y a que des histoires uniques et singulières. Donc on ne peut pas tirer des généralités en disant ça ne marche jamais. Mais je crois que c'est plus rare les situations où ça marche que les situations comme la vôtre, où ça ne marche pas. Parce qu'on arrive plein d'illusions, plein d'euphorie, où c'est peut-être un moment où on veut, où on croit retrouver de l'autre de sa jeunesse, de quelque chose comme ça, et puis finalement, l'autre a évolué, on est... Bon, alors... Non mais vous savez, à la différence, attendez, excusez-moi, allez-y. Être, ni méchant, ni prétentieux, ni quoi que ce soit, mais cette fille-là, quand je l'ai connue, elle habite dans une ville qui est très difficile. C'est un lieu très critique, comme ça craint un peu. Pardon, vulgairement, ça craint un peu comme ville. Moi, quand je l'ai connue, c'était une fille de cité. Hein. Et depuis, elle n'a pas évolué. C'est toujours, à son âge, à 30 ans, une fille de cité. C'est-à-dire que son langage, des fois, laisse à désirer. Un peu... Oui, mais alors ça, je vais vous dire, je crois que ça ne joue pas seulement à ce niveau-là, parce que, pardonnez-moi, Frédéric, mais Philippe, pardon, vous voyez, c'est ce que vous dites qui me perturbe. Je pense que si ça avait été juste ça, le point qui posait problème, vous l'auriez repéré dès le début. Et ça aurait brisé le charme. Or, c'est parce que maintenant le charme est brisé, il n'opère plus. C'est vous. Maintenant, ça vous heurte. Vous voyez, ça vous paraît vulgaire au sens premier du terme, c'est-à-dire sans un trait grossier, vous voyez, quelque chose. Mais les premiers temps, croyez-moi, vous l'aviez vu, vous lui avez parlé avec elle, ça ne vous apparaissait pas du tout, ça, Philippe, pas du tout. Donc, je crois que à ce moment-là, vous la pariez de toutes les qualités, vous cristallisiez tellement sur elle que son langage, ce côté, vous ne le voyez pas. Donc, c'est autre chose qui s'est joué. Mais bon. Mais c'est important, il va falloir qu'on se quitte. On aura suivi vraiment de vos débuts, de vos premiers émois à la fin de l'histoire. L'important, c'est que ça ne vous fasse pas souffrir, hein, Philippe. Non, pas du tout. J'étais super content de vous avoir au téléphone. Je vous remercie encore pour votre émission. Restez pas au chômage, restez avec nous sur Europe 1. Restez pas au chômage. J'espère que c'est pas la fille prémonitoire. Je suis pas au chômage, je suis avec vous. Je vous embrasse. Au revoir, Philippe. On sera toujours là pour vous faire parler. Au revoir. Merci. Je vous embrasse. Moi aussi, Philippe. Au revoir.